Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki, et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Eri Fukase Luman. Elle est Shihan de Jikiden Reiki, enseigne à Portland aux États-Unis et est également artiste Shodo. Le Shodo étant la calligraphie japonaise, et elle enseigne la méditation Shodo, dont nous parlerons également ensemble. J'ai hâte de partager cette conversation avec vous, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Ok, konbanwa, ohayo gozaimasu, oha konbanchiwa. Je crois bonjour pour toi et bonsoir pour moi. Bienvenue de nouveau sur Reiki Banashi. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et O genki desu ka, comment vas-tu? Bonjour, genki desu, je vais bien, merci beaucoup. Alors en fait, nous, on s'est rencontrés uniquement en ligne. On ne s'est pas encore rencontrés en personne, hein, c'est bien ça? C'est vrai, c'est vrai. Mais j'espère que ça va bientôt changer, espérons-le. Alors, peut-être juste pour te présenter un petit peu, Eri-san, tu es Shihan de Jikiden Reiki et artiste de Shodo, la calligraphie japonaise. On y reviendra plus tard. Et tu es aussi écrivaine. C'est quelque chose que j'ai découvert sur ton site internet. Et tu vis à Portland, aux États-Unis, c'est bien ça? Oui. Et nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne, mais tu as été invité dans l'épisode 20 avec Frank Arjava-Peter et Patrick Lankau pour parler de votre magnifique livre. Je vais juste le montrer à nouveau. Les 125 waka de l'empereur Meiji. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode, ah oui. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, je mettrai le lien en dessous pour les personnes curieuses d'en savoir plus. C'est donc un très beau livre avec les 125 poèmes de l'empereur Meiji. Et dans ce livre, on trouve 125 de tes magnifiques calligraphies. C'est vraiment incroyable. C'est pas seulement qu'il y en a 10, il y en a 125. C'est donc un livre que je recommande vivement. Et j'ai aussi découvert que tu as réalisé le magnifique art de Woman in Reiki. Donc, tu as fait la calligraphie pour ce livre. J'en ai parlé avec Amanda et Zilke. Elle parlait de ce très bel art que tu as fait. J'ai donc vraiment hâte d'en parler avec toi aussi plus tard. Et tu sais, ce matin, je lisais un de ces waka. En ce moment, j'essaye parfois de les lire en japonais, mais c'est du japonais ancien, donc c'est pas toujours facile pour moi. Et je me disais, mais cette calligraphie est tellement belle. J'aimerais la voir dans ma chambre, dans ma pièce de Reiki. Et puis j'ai vu sur ton site qu'on peut aussi commander les calligraphies, n'est-ce pas? Donc tu fais aussi des calligraphies sur mesure, sur demande. Oui. Donc si on t'en demande une en particulier, oui. Alors on va voir ça tranquillement. Je vais intégrer toutes les informations à la fin de l'épisode pour qu'on puisse les regarder. Et tu sais, Eri-san, la dernière fois, on était dans un cadre de groupe, donc j'ai pas vraiment pu te poser beaucoup de questions sur ton histoire, mais je suis très intéressée d'en savoir plus sur toi. Et peut-être, pour commencer, j'aimerais revenir en arrière dans le temps et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton chemin, ton parcours avec le Reiki, si tu es d'accord de partager ça avec nous. Comment est-ce que tu as rencontré le Reiki pour la première fois et qu'est-ce qui t'a attiré vers cette pratique? D'accord, oui. En fait, ça remonte à 1997. J'ai eu un accident de voiture dans l'État du Colorado et mes amis d'Aïkido m'ont proposé de faire du Reiki. C'était un Reiki avec un contact direct avec les mains et c'était ma première rencontre avec le Reiki.
Et c'était une expérience très positive. Mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le Reiki était quelque chose que beaucoup de gens faisaient déjà. Donc oui, j'étais pas très intéressée. Je suppose qu'on peut dire que je suis un peu contrariante de cette façon. Ouais. Et puis des décennies plus tard, quand je cherchais à suivre un cours de guérison ou un cours spirituel, le Reiki était le seul qui correspondait à mon emploi du temps. Ah, ok, comme ça. D'accord. Oui, et comme j'avais résisté au Reiki pendant si longtemps, eh ben, j'ai décidé de le suivre. Oui. Je crois que l'énergie que nous utilisons à résister à quelque chose est souvent précisément l'énergie qui l'attire vers nous, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est intéressant. Oui. Alors, j'ai cherché autant que possible un Reiki traditionnel, mais d'abord j'ai trouvé un Reiki de style occidental, évidemment, bien sûr. Et c'était peut-être du Karuna Reiki, mais honnêtement, je ne me souviens pas vraiment. Ah, d'accord. Oui, l'enseignant était formidable, hein, mais ça m'a laissé avec beaucoup de questions. Ouais, comme si je sentais qu'il manquait quelque chose. Donc, ça m'a amené à chercher le Reiki traditionnel, tu sais, comme beaucoup d'autres praticiens de Reiki occidental qui cherchent l'original. Ouais. Oui. Et de cette manière, je suis arrivée sur un site de Jikiden Reiki, le site de Mari. Et j'ai trouvé son site merveilleux. Ouais. Et quand je me suis connectée avec Mari, c'était par email. Et elle m'a expliqué les choses avec beaucoup de sincérité. Et j'ai ressenti une très belle énergie de sa part. Tu sais, Mari-san. Oui, bien sûr, Mari-san. Et ensuite, j'ai appris que Tadao Sensei allait venir à Vancouver quelques mois plus tard. Alors j'ai simplement décidé à ce moment-là, d'accord, je suis partante. Super. Et pendant le séminaire, j'ai pu loger dans un B&B avec Marie parce que quelqu'un avait annulé le séminaire. Donc, automatiquement, la chambre Airbnb était disponible pour moi. Oui. Et Tadao Sensei et Yohei-san logeaient dans le même B&B, au sous-sol. J'ai donc pu passer un peu de temps avec eux avant et après le séminaire aussi. Et je me suis sentie très à l'aise avec eux, même si c'était la première fois que je les rencontrais. Et dès le moment où j'ai rencontré Marie, j'ai ressenti une familiarité. Oui, comme si je la connaissais. Oui. Et j'ai ressenti une chaleur et une ouverture de la part de Tadao Sensei. Il était tellement amical et authentique et tout le monde dans le séminaire était si gentil et portait une si belle énergie. Tu sais, comme tu peux le voir. Oui. C'était tellement facile avec eux et tellement naturel. Et en plus, le contenu du séminaire touchait mon âme. Oui. 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 Oui, à travers ma vie aux États-Unis, on m'avait déjà rappelé la beauté de la culture japonaise et de la façon de penser japonaise. Mais au-delà de ça, j'en suis venue à comprendre quelque chose qui se trouve au fondement même de la manière japonaise de vivre, la profondeur de la manière de vivre. Et c'est à travers le séminaire de Jikiden Reiki que j'ai découvert non seulement la beauté de la culture japonaise, mais aussi une couche encore plus profonde de cette beauté, même pour les Japonais eux-mêmes. Et donc, me voilà. C'est incroyable, j'entends souvent ça, hein, que pour les Japonais qui suivent cette formation, ça approfondit encore davantage leur amour pour leurs racines japonaises, hein, parce que ça approfondit aussi vraiment la compréhension, la profondeur de la culture, n'est-ce pas?
Oui, il y a une approche différente historiquement et par rapport à la nature et à l'esprit du peuple japonais. Et, et donc, tu as ressenti une grande différence entre ta première formation et le Jikiden Reiki? Oui, dans le séminaire de Reiki occidental, il n'y avait pas la partie historique. Et comme beaucoup d'autres praticiens occidentaux expérimentés le disent, certains de ces Jumon et autres sont un petit peu à côté. Mais moi, en tant que japonaise, je peux voir ce que c'est. Et je peux en quelque sorte comprendre. Mais il n'y a pas vraiment d'explication. Oui, voilà. Oui. Donc en tant que japonaise, je me dis, je connais ça, mais en même temps, je ne connais pas ça. Oui, et c'est probablement encore pire pour quelqu'un qui comprend les kanji ou la langue. Hein. Oui. Mais je suppose que c'était en fait une bonne chose pour moi. Parce que comme je l'ai dit, j'étais pas vraiment intéressée par le Reiki. Mais à cause de ça, ça a éveillé ma curiosité. Qu'est-ce que c'est? Tellement intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. Donc, ça venait vraiment de quelque chose qui ne t'intéressait pas vraiment, mais qui continuait à revenir vers toi et auquel tu résistais, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? C'est tellement intéressant. Et oui, ça m'amène un peu à la question suivante. Est-ce qu'il y a un moment particulier? Alors oui, tu as parlé de ton accident, donc recevoir du Reiki en fait probablement partie, mais est-ce qu'il y a un moment où le Reiki a eu un impact particulièrement profond sur toi, soit personnellement ou peut-être aussi spirituellement? Oui, oui, je me souviens encore de quelques moments qui m'ont vraiment fait réaliser la puissance du Reiki. C'était l'une de mes toutes premières expériences, au tout début de mon parcours, de mon chemin avec le Reiki, juste après avoir appris le Jikiden Reiki. Et c'est resté très vivement gravé dans ma mémoire. C'était quand je faisais du bénévolat et que j'offrais du Reiki pendant une compétition de gymnastique. Et une juge est venue me voir avec un très fort mal de tête. Oui. Et juste après la séance, elle a dû retourner directement à ses fonctions de juge. Donc je me demandais ce qui lui était arrivé, si elle allait bien après ça. Et à la fin de la journée, elle est venue me voir avec un grand sourire et m'a prise dans ses bras. Oui. Et elle a dit, tout va bien, je vais beaucoup mieux. Et c'était tellement inattendu et un moment très émouvant. Ouais. Et une autre expérience a été avec quelqu'un qui avait eu un accident de la route. Je lui ai fait du Reiki et le lendemain, j'ai reçu un appel téléphonique de sa femme et elle avait l'air vraiment étonnée. Et le changement qu'il avait ressenti du jour au lendemain, dans la nuit, était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il pouvait bouger son cou et il pouvait s'allonger sur le ventre. Et plus tard, il m'a demandé si j'utilisais une sorte de crème qui génère de la chaleur dans les mains. Donc, oui, c'était drôle. Oui. Et puis, il y a eu un moment où l'énergie dans mes mains est devenue si intense, si chaude, que je ne pouvais plus la supporter. Et donc, c'était après avoir fait du bénévolat et fait du Reiki à environ 6 personnes lors de cette compétition de gymnastique. Oui, je l'ai ressenti une fois que je suis rentrée chez moi, j'ai dû faire couler de l'eau froide sur mes mains pour les refroidir. C'était une sensation incroyable et indescriptible que je n'avais jamais ressentie auparavant. Oui. C'était une expérience physique incroyable. Et donc ça, c'est les premières expériences. Incroyable. Et c'est très impressionnant pour l'accident de voiture, l'accident de la route dont tu as parlé.
Donc la personne était blessée et tu étais là pour aider et elle a pu ressentir les effets du jour au lendemain. Oui, c'était au tout début de ma pratique du Reiki, tu sais, donc j'y croyais, mais je l'avais pas vraiment encore constaté moi-même, donc je pouvais pas vraiment, tu vois. J'y croyais, mais j'y croyais pas complètement, je pense. Parce que j'avais jamais vu un changement aussi spectaculaire. Donc je m'en souviens très clairement. Oui, oui, c'est assez impressionnant quand on a une confirmation, n'est-ce pas? C'est génial. Oui, c'est vraiment voir, c'est croire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et aussi, c'est très intéressant parce que tu as toi-même eu un accident de la route la première fois que tu as reçu du Reiki, n'est-ce pas? C'est presque comme une chaîne qui revient. C'est drôle parce que il a aussi dit que comme le Reiki était si efficace, il a dit oh il a aussi un fils et il connaît aussi mon fils et il a dit oh probablement que le Reiki guérira son baka. Sa bêtise. Oui, comme eh ben oui, eh ben bon, ça veut dire qu'il y croyait vraiment et qu'il y a vraiment, il a vraiment senti que ça avait fonctionné sur lui. C'est la preuve. C'est la preuve, exactement. Ah, je voulais te poser une question. Je suis toujours curieuse à ce sujet, surtout pour les Japonais qui ont grandi au Japon puis ont déménagé dans un autre pays. Si tu es d'accord, bien sûr, de partager ça. Donc, tu es né et tu as grandi au Japon, n'est-ce pas? Et ensuite, tu as déménagé aux États-Unis. À quel âge? Je ne sais pas si tu me l'avais dit la dernière fois. Oui, j'étais à l'université. D'accord, l'université. Est-ce que tu peux peut-être partager comment ça s'est passé, cette transition culturelle pour toi? Oui. Alors, à cette époque au Japon, avant de partir, je ressentais beaucoup de résistance et d'insatisfaction envers la société japonaise. Et j'étais émotionnellement confuse. Donc, venir aux États-Unis et quitter le Japon était quelque chose que j'espérais vraiment. Ah oui. Et je suis entrée à l'université au Kansas. Mais par contre, l'anglais n'était pas quelque chose dans lequel j'avais confiance encore. Donc, j'étais assez timide à l'époque. Donc, me faire des amis n'était pas facile pour moi. Ouais. Me connecter avec d'autres étudiants internationaux était plus facile puisque nous partagions une situation similaire. Mais avec les Américains anglophones, je ne me sentais pas à égalité. C'était presque comme s'ils étaient des adultes et que moi j'étais un enfant ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est un petit peu étrange, mais oui. Donc le fait de ne pas parler bien l'anglais me donnait un sentiment d'infériorité. Et en même temps, je luttais avec moi-même en sachant que je ne devrais pas me sentir ainsi. Donc, dans l'espoir d'améliorer mon anglais, j'ai choisi une université dans une zone rurale avec peu d'étudiants japonais. Donc, je suis allée au Kansas, dans une petite ville du Kansas. Et en regardant en arrière maintenant, je réalise que pour les anglophones, j'étais aussi l'étrangère. Celle qui n'était pas familière, tu vois. Et ils ne savaient peut-être pas non plus comment m'aborder. À l'époque, je ne pouvais pas penser de cette manière. Mais oui, c'était difficile pour n'importe qui de sortir de sa zone de confort. Mais malgré tout, je suis venue aux États-Unis sans trop réfléchir. Tu sais, j'ai agi d'abord et réfléchi ensuite. Dans un sens très pratique,
Je vivais avec une mentalité du type on saute et on voit ce qui se passe. Donc, je faisais simplement de mon mieux pour traverser chaque journée. Oui. Et il y avait beaucoup de moments où je ne savais pas comment m'exprimer à cause de la barrière de la langue et je me sentais souvent seule. Ouais. Mais même dans ces moments-là, j'ai été entourée de personnes gentilles, bienveillantes. Et quelqu'un venait vers moi ou me mettait en relation avec ses amis. Oui. Et surtout pendant les vacances, j'étais soutenue par ces personnes, ces amis, ces familles d'accueil. Tu sais, la période des fêtes était difficile, être loin de chez soi. Oui. Mais je n'étais pas vraiment nostalgique. Je pensais, oui, je pense que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des personnes bienveillantes autour de moi. Et être mise au défi de cette manière m'a fait réaliser que sans une base intérieure solide, il est difficile de trouver une véritable stabilité émotionnelle. Donc cette partie-là a été difficile, oui. Oui, j'étais instable à l'intérieur. Et en vérité, c'était la même chose que je sois au Japon ou que je vive aux États-Unis. Oui, aussi, tu sais, ces traditions dans l'alimentation. Tu sais, beaucoup de nourriture américaine est très, très sucrée. Oui. Mais oui, finalement, je m'y suis habituée et je me suis adaptée, même à ces extrêmes. Je trouve intéressant que tu sais les choses auxquelles on essaye d'échapper, surtout quand on quitte un endroit, ne viennent en réalité pas forcément de cet endroit. Parfois, c'est quelque chose que nous devons traverser à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous rejoint d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que ça a une leçon ou quelque chose à nous apprendre. Je ne sais pas si tu le vois comme ça. Oui, je pense que c'est définitivement une bonne chose de sortir de l'endroit où l'on se trouve. Oui. De cette façon, tu peux observer où tu es. Oui, sinon tu ne peux pas vraiment te voir toi-même, ni ton environnement, n'est-ce pas? C'est trop proche pour être vu. Donc tu dois prendre du recul pour pouvoir tout voir. Et j'ai aussi vécu des expériences d'aventure, comme le fait que tu dois réellement passer ces expériences pour comprendre pour la première fois. Donc naturellement, je ressentais probablement que je devais sortir de là et ensuite trouver quelque chose. Oui. Oui, c'est aussi une excellente manière de comprendre quelles sont tes forces intérieures et jusqu'où tu peux réellement aller. Oui, traverser tant de choses, même si c'est si difficile, surtout à cause de la barrière de la langue. Je pense que c'est quelque chose de très particulier que de prendre le risque de ne pas pouvoir communiquer et de le vivre quand même. En tout cas, je trouve ça très courageux. Merci. Donc oui. Et les gens pensent automatiquement que si une personne ne peut pas parler la langue, ils la traitent un peu comme un petit enfant. Tu sais, parfois les gens parlent plus fort. Oui, oui, plus fort. Ou plus lentement. C'est comme ça. Non, je ne suis pas sourde. Oui, non, j'entends. Je peux t'entendre, exactement. Ralenti, exactement. Oui. Ça t'amène à tellement de défis intéressants en matière de communication, n'est-ce pas? Oui, comme faire l'expérience de différents types de réactions. Oui, je peux me voir moi-même comme oh, j'ai réagi de cette façon. Oui. Et à l'époque, c'était difficile d'observer ça avec un esprit calme.
Oui, et surtout à un jeune âge aussi, n'est-ce pas? Quand tu es complètement adulte, c'est différent de quand tu es à l'école ou quelque chose comme ça. C'est un moment où le rejet est ressenti très fortement. Tu sais, quand on est adolescent, ouais, je peux imaginer, mais d'une certaine manière, tu es resté et tu as appris à aimer l'endroit où tu es, là où tu te trouves. Ou- Oui. En fait, j'ai demandé à mes parents de me promettre que ce serait seulement pour un an. Mais dans mon esprit, je savais que ce ne serait pas seulement pour un an. Et plus tard, on en a parlé avec mes parents et ils m'ont dit Oh, mais on le savait aussi. Ah, donc c'était assez clair. Ils sont vraiment adorables parce qu'ils ont joué le jeu en disant d'accord, c'est seulement pour un an. Ils étaient tellement opposés à ce que je parte dans un pays étranger. Ah, mais une fois que je suis partie, il semble qu'ils allaient bien, puisque j'étais pas là, tu vois, donc ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, rien du tout. C'est vrai, il n'y avait pas de Zoom ou de... Tu dois simplement faire confiance au fait que tout va bien. Exactement. Oui. Tu sais, depuis qu'on a commencé cette conversation, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce qu'il y a derrière toi. Je vois ton merveilleux shodo. Pour ceux et celles qui écoutent, il y a cette magnifique œuvre d'art derrière elle. Et oui, j'aimerais beaucoup aborder ce sujet si tu es d'accord. Donc, tu pratiques aussi le shodo. Comment pourrions-nous peut-être, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet art, expliquer brièvement ce que c'est, pour commencer? Oui. Comment est-ce que tu as aussi commencé le shodo? Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, oui, le shodo est l'art japonais de la calligraphie. Le mot shodo signifie littéralement la voie ou le chemin de l'écriture. Et il est considéré comme une pratique de toute une vie plutôt que comme une simple compétence. Un peu comme la voie du thé. Peut-être que plus de personnes connaissent la voie du thé. Oui. Et en même temps, il recherche la perfection des caractères. Et par conséquent, dans le monde de la calligraphie, il y a traditionnellement eu une forte emphase sur l'écriture des caractères, beaux et corrects. Il existe un système de niveaux et à cause de ça, nous pratiquons en visant à reproduire les caractères modèles aussi parfaitement que possible. Donc la répétition est essentielle pour progresser et l'imitation précise est considérée comme très importante. Oui. Et quand je grandissais, c'était ainsi que le monde de la calligraphie existait dans la compréhension. Et c'était un monde profondément axé sur ce type de perfection. Donc, j'ai commencé à apprendre le shodo à l'âge de 7 ans. Ouais. Ma maman m'a demandé si je voulais le faire, sans que je comprenne vraiment ce que c'était. J'ai dit simplement « d'accord ». Si jeune. J'ai toujours été une enfant curieuse et je le suis encore. Mais oui, quand j'étais enfant, je suivais simplement, tu sais, là où on me guidait. J'allais simplement dans le sens de ce que disait mon professeur et de la manière dont les choses étaient faites. J'acceptais simplement cela tel quel. Oui, tu sais, la manière japonaise. La manière japonaise. Oui. Mais pourtant, au fond de moi, je me suis toujours sentie un peu mal à l'aise à l'idée de simplement imiter les modèles. Et quelque chose à ce sujet ne me convenait pas vraiment. Oui. Mais j'ai mis ce sentiment de côté en pensant que c'était la seule façon de progresser, tu sais, que c'était comme ça. Et donc j'ai continué à pratiquer. Oui. Oui. Puis j'ai arrêté de pratiquer la calligraphie au collège parce que j'étais occupée avec les activités de club. Je jouais au tennis de compétition. Donc j'étais fatiguée.
J'étais tellement fatiguée que si je faisais de la calligraphie, je m'endormais. C'est vrai, oui. Mais au lycée, après avoir quitté le club de Naginata, j'étais dans le Naginata, tu connais Naginata? Non. Le Naginata est un art martial japonais qui utilise une arme avec un long manche. Ah oui, oui. C'est une lame courbe. Oui, à l'extrémité, il a été particulièrement pratiqué par les femmes au Japon. Et j'étais là-dedans, mais c'est une autre histoire et j'ai arrêté à cause de mes convictions. Et donc après ça, une bonne amie est venue me voir et m'a supplié de rejoindre le club de calligraphie. Et c'est comme ça que j'y suis retournée. Mais j'étais pas du tout enthousiaste. Je voulais bouger plutôt que rester assise. Mais je l'ai quand même fait. Et quand j'étais à l'université au Japon, j'étais assistante de mon cours de calligraphie. Donc j'aidais mon professeur. Oui. Et puis quand je suis venue étudier aux États-Unis, je voulais apporter une forme de la culture japonaise que je pouvais partager. Alors j'ai apporté mes outils de calligraphie avec moi. Oui. Et je me souviens avoir fait du bénévolat dans la communauté et donner des démonstrations de shodo lors d'événements scolaires, etc. Mais c'était pendant mes années à l'université que mon monde a commencé à s'ouvrir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ça a en fait commencé par une pensée très simple et pratique. Je suivais des cours de peinture à l'huile et de pastel. Tu sais, les cours d'art étaient plus faciles parce que j'avais pas besoin de parler anglais. Oui, c'est vrai. Oui, quelqu'un m'a suggéré que les cours d'art seraient bons pour moi. Donc je l'ai fait. Et j'ai remarqué qu'il restait toujours un peu de peinture sur ma palette. Et j'avais l'impression que c'était vraiment du gaspillage de simplement les jeter. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas en faire quelque chose avec ça, tu sais, le mottainai japonais. J'ai toujours ce sentiment. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer mottainai en japonais aux gens? C'est le gaspillage. Oui, quelque chose de gaspillé comme ça. Que c'est dommage de ne pas utiliser. L'utiliser. Oui, ne pas gaspiller. Oui, ne pas gaspiller, exactement. Oui, mais c'est vrai, c'est difficile de traduire ça directement. Oui. Mais donc oui, mottainai. Et j'ai commencé à mélanger les couleurs restantes, à les étaler et à les presser sur du papier. Donc c'est presque comme faire une impression. Et alors que je me tenais là à regarder les magnifiques paysages et couleurs sur le papier, j'ai ressenti une étincelle dans mon esprit. Et j'ai pensé, ah, je veux écrire de la calligraphie par-dessus. Ouais. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Oui. Donc c'est ainsi que mon art, mélangeant la tradition du shodo avec la vivacité des couleurs et des matériaux naturels, est né. Ah, incroyable! À partir de cette étincelle, d'un moment. Oui, c'est venu comme ça. C'était la première fois que mon monde commençait vraiment à s'élargir. Parce que c'était un monde en noir et blanc. Et à l'origine, j'aimais les couleurs. Oui. Donc ça s'est connecté juste à ce moment-là. En dehors du cadre. Et là... Oui. Et ensuite, la vie continue. J'ai traversé beaucoup de hauts et de bas, tu sais, comme tout le monde.
Oui, mais un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit, alors que je bougeais simplement le pinceau librement, sans intention, sans pression, juste une totale liberté, juste en bougeant. Et soudain, j'étais complètement en synchronisation avec le mouvement, le moment. Waouh, J'étais une avec le pinceau. magnifique. Je ressentais, c'était la lumière et le flux d'énergie sans effort. Oui, c'était comme une révélation totale. Et j'ai entendu clairement, la calligraphie est méditation. Oh, waouh. Donc, à ce moment-là, tout a finalement cliqué. Après des années de lutte contre cette tradition légitime et de questionnement, tu sais, sur ce que je faisais réellement, j'ai enfin compris. Soudain, tous ces doutes se sont simplement évaporés. Donc j'ai réalisé exactement pourquoi j'avais continué tout ce temps. Et j'ai vu ce que le shodo signifiait vraiment pour moi. Oui, c'était une réunion tellement spéciale, belle et pleine d'âme entre moi et le shodo. Oui. Waouh, c'est magnifique. Être réellement dans cette présence t'a fait devenir une avec le pinceau. Et ce moment, ce que tu dis, c'est essentiellement que ce moment de présence, ce moment de réalisation te donne la liberté de sortir des cadres. C'est merveilleux. Merci. Toujours comme un non-mouvement, tu sais, si calme, si calme. Mais c'était aussi une explosion d'énergie en même temps. Oui. Ça me rappelle, au plus tard nous en parlerons, mais ça me rappelle en quelque sorte le Reiki aussi. Intéressant, intéressant. Et donc tu enseignes aussi le Shodo comme méditation? Bien sûr, c'est quelque chose que tu expérimentes toi, mais comment est-ce que c'est de l'enseigner à d'autres personnes? Donc, j'ai créé un texte pour ça. Et donc, tu n'écris pas vraiment de caractères. Oui, parce que si tu regardes les textes des kanji, ton esprit ira directement dans le cadre. Oui, Et automatiquement, les gens cherchent la perfection. Ça doit être comme ça doit être comme ça. Et c'est la base, tu sais, bien sûr, tu dois connaître la base. Mais si tu te concentres uniquement sur cette perfection, le flux disparaît. oui, tu rates le flux. Oui, tout mouvement disparaît parce que tu ne peux pas vraiment bouger. Tu ne peux pas vraiment ressentir. Ton attention sera totalement pour la perfection. Oui, donc copier. Copier est la base de la pratique de la calligraphie. Mais beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, on se concentre là-dessus. Oui. Mais moi, j'aimerais que les gens se concentrent sur le flux d'énergie. Parce que je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Donc oui, tu peux toujours faire le mouvement, ressentir le mouvement et en même temps pratiquer la calligraphie de cette manière. Ouais, c'est merveilleux. Oui, donc maintenant, quand tu parles de cette énergie et de flux, bien sûr, ça me fait penser un peu au Reiki. Et bien sûr, tu parles de méditation, mais as-tu remarqué des connexions entre le Reiki et le Shodo et de quelle manière ils s'enrichissent mutuellement ou approfondissent ta perspective sur chacun? Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Oui, le mouvement de l'énergie est une chose. Nous utilisons l'énergie, pas mon énergie, pas la mienne. Le Reiki fonctionne de la même manière, non? Nous sommes le canal. Oui, juste l'énergie qui passe à travers
Et la calligraphie, c'est la même chose. Si tu essayes de le faire toi-même en te concentrant trop, il y a déjà du contrôle. Donc, quand tu essayes de contrôler, l'énergie meurt. Oui, oui, oui. Donc, tu ne devrais pas te mettre au milieu de tout ça, c'est ça. L'esprit ne doit pas intervenir pour contrôler. Ouh, c'est intéressant. Oui, mais d'abord, j'aimerais mentionner ça. Quand j'ai appris qu'Usui Sensei avait choisi de rendre le Reiki public, tu sais, le Kokai Denju, j'ai ressenti une connexion profonde avec mon propre désir de partager cette pratique. Ces mots, le Reiki est pour tout le monde, sont restés avec moi. Oui, donc la calligraphie est souvent vue comme quelque chose de difficile ou seulement pour ceux qui sont doués. Oui. Mais ça n'a jamais été sa vraie nature dans mon esprit. Et écrire n'est pas une question de bien ou de mal. Ouais. Si tu cherches la perfection, alors oui. Mais pour moi, il s'agit d'être présent. Et quand nous tenons le pinceau et bougeons nos mains, nous nous tournons naturellement vers l'intérieur. Oui. Le processus lui-même apaise l'esprit et libère doucement le cœur. Et c'est pour ça que je veux que plus de gens en fassent l'expérience dans le monde entier. Et surtout pour les Japonais qui pensent ne pas être assez bons pour pratiquer le Shodo. Ouais. Je souhaite éliminer les préjugés sur le Shodo. Et la calligraphie n'est pas réservée à quelques élus. Elle appartient à tout le monde. Et le Reiki fonctionne de la même manière. Il appartient à tout le monde. Et souvent, les gens pensent que le Reiki est une capacité spéciale qui n'appartient qu'à certaines personnes. Mais comme nous le savons, ce n'est pas vrai. Oui. Donc c'est pareil avec la calligraphie. D'une certaine manière, et le Reiki dans ce sens aussi. Je pense que ce soit le Reiki ou le Shodo, le moment optimal est le même. C'est quand l'esprit devient vide. Oui, comme nous l'avons dit, quand nous arrêtons de penser et commençons à être, c'est là que la véritable énergie commence à circuler. Donc c'est ça qu'ils ont en commun. C'est tellement beau. C'est presque comme si, à la fin, le résultat n'avait pas vraiment d'importance parce que c'est le moment qui compte, n'est-ce pas? La présence, la qualité de présence. Et ensuite, ça se transpose en quelque chose, bien sûr. Mais ce n'est pas là que tu dois te concentrer, n'est-ce pas? Oui, exactement. Surtout comme une calligraphie, il y a déjà le texte, il y a un but. Mais si tu regardes seulement le but, si tu te concentres sur ce but, alors tu oublies le processus. Tu le manques. Complètement. Tu ne seras pas dans le moment. Comme avec le Reiki ou la calligraphie, tu oublies juste. Tu sais, peu importe le résultat, ce n'est pas le focus. C'est juste être là et faire. Incroyable. C'est juste merveilleux. Ah, j'aimerais. Est-ce que tu enseignes de temps en temps en Europe? Parce que ce serait tellement bien. Je peux venir. Tu dois venir en Italie. Je suis sûre que beaucoup de gens seraient heureux d'en faire l'expérience. Parce que c'est vrai, c'est très rare de trouver quelqu'un qui te donne l'espace et l'autorisation d'une certaine manière de libérer ça. Comme tu dis, nous avons cette image, même moi, que c'est une voie avec des règles, bien sûr, parce que si tu dois copier encore et encore, avec cette image d'une manière très stricte et codifiée de le faire, mais la façon dont tu en parles, c'est comme... Ok, je veux essayer. Oui. Les bonnes choses à propos de la calligraphie, c'est que
Tu tiens un outil, un pinceau. Ton corps bouge et tu peux voir ce que tu peins. Et l'énergie va dans ton écriture et dans le mouvement. Donc tu entres naturellement dans un état de méditation. Tu n'as pas besoin de forcer ou d'essayer. Oui, tu ne forces pas, ça vient naturellement. Oui, c'est facile. Oui, c'est presque comme une excuse, comme OK. Et ensuite vient une belle forme, n'est-ce pas? Oui, c'est la meilleure façon de créer de l'art, non? Quand ton esprit est vide et que tu reçois l'inspiration ainsi, davantage parce que tu n'as rien à l'intérieur. Oui. Oui, atteindre cet espace de vide où le flux peut circuler, c'est magnifique. C'est merveilleux. Ah, merci pour ça, vraiment. Quand tu viendras en Europe, on veut vraiment savoir parce qu'on aimerait t'avoir ici. Hein. Ouais. Super. Oh, et tu sais, j'ai une dernière question pour toi. Nous arrivons lentement à la fin de l'épisode, mais habituellement, tu sais, avec les invités de Reiki Banashi, je pose cette question à propos de Usui Sensei. Mais comme tu as fait tout ce travail avec ces merveilleux waka et le livre et le temps que tu as passé avec les poésies, les poèmes de l'empereur Meiji, j'aimerais te poser une question à son sujet. Si tu avais l'opportunité de rencontrer l'empereur Meiji aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui demander ou lui dire? Eh bien, tout d'abord, je voudrais vraiment lui exprimer ma gratitude de m'avoir permis de peindre ces wakas. Merci beaucoup. Oui, j'apprécie vraiment cette opportunité et j'aimerais lui demander si ma calligraphie reflète vraiment l'esprit de ces wakas. Oui, parce que je l'espère vraiment qu'il en est satisfait. Oui. Et j'aimerais lui demander si composer des wakas lui semblait un moyen plus facile d'exprimer son cœur, ses pensées et ses sentiments que de les dire à voix haute. Parce que dans sa position d'empereur, la poésie lui permettait peut-être parfois de transmettre ce qui ne pouvait pas être exprimé directement. Je me demande. Oui, c'est une très bonne question. Ça devait vraiment être difficile d'être empereur, surtout à l'époque de Meiji, qui est une période de transition. Je suis sûre que c'était difficile de dire beaucoup de choses à voix haute. Et je me demande, je suis sûre qu'on ne lui permettait pas de dire beaucoup de vérités, tu sais. On peut imaginer ça, non? Oui, oui. Oui, mais la poésie est un art. Tu peux dire que c'est une création. Tu peux y mettre beaucoup d'émotions en y réfléchissant et les plier dans le waka. Et donc, je me suis juste posé la question. Oui, je laisse les choses ainsi. Oui. Non, j'adore, oui. Et probablement, à travers certains poèmes, on peut voir qu'il y a une certaine profondeur. Par exemple, quand nous avons parlé de la situation avec son fils, tu sais, la concubine, tu te souviens, nous en avons parlé dans l'épisode, connaître sa vie et ensuite voir les mots qu'il incluait délicatement et très doucement dans ses poèmes peut vraiment te faire comprendre qu'il y a une profondeur derrière et quelque chose qui veut être partagé, comme tu l'as dit. Oui, c'est une question très très intéressante et on aimerait bien savoir sa réponse. Hein. Oui, et c'est ça mes questions.
pour lui. Ah, merci, c'est une très belle manière d'arriver doucement à la fin de l'épisode. Mais avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé et que tu ressens le besoin de peut-être partager avec nous aujourd'hui? Non, je pense que j'ai tout mentionné. Et on a couvert pas mal de sujets. Oui, peut-être avant de partir, alors je ne veux pas me mettre de pression ou peut-être que je ne devrais pas me mettre de pression, mais en ce moment, je travaille sur un livre. C'est un guide sur le Shodo méditatif, comme une collection de mots emplis d'âme. Parce que j'ai le texte pour la calligraphie méditative, mais je pensais qu'il serait agréable d'avoir la description et les mots avec. Donc, je travaille dessus. Alors, restez à l'écoute pour les mises à jour. Ah oui, alors sans pression, je serais ravie de le lire aussi. Vraiment, quand il sera prêt, on l'accueillera avec grand plaisir. Gambarimasu. Hai, gambatte kudasai. Très bien. Bien, Eri-san. Avant de dire bye bye, matane, si quelqu'un souhaite se connecter avec toi ou en savoir plus sur ton shodo, tes cours, ou même simplement commander une calligraphie, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu as un site? Oui, le site web www.sakagoeri.com. D'accord. C'est pour le site et je suis aussi sur Instagram. Alors pas très active, mais de temps en temps. Oui, parce que nous y sommes connectés de temps en temps. Je sais que tu y es. J'essaye. Alors Instagram, rainbow_dragon_eri. Parfait. Ce serait la manière de me contacter. Parfait. Je m'assurerai d'inclure tous les liens dans les notes de l'épisode. Oui, donc, Eri-san, merci beaucoup pour cette merveilleuse conversation. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci de nous inspirer. Maintenant, je veux vraiment essayer ce shodo méditatif avec toi. Super. Très bien. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi. J'espère qu'on se reverra, mais cette fois en personne, peut-être bientôt. Mais oui, faisons-le. Qui sait? Qui sait? Très bien, Eri-san. Arigatou gozaimashita. Merci. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Merci pour votre écoute. Et encore un grand merci à Eri. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à partager mon podcast à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Votre soutien et votre écoute comptent beaucoup pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.